pour moi, la musique, c'est de l'audition d'abord. Ça s'entend. C'est pas quelque chose qui se fait. C'est quelque chose qui s'entend. Tous ces points de vue se valent. Plus productif, en ce qui me concerne, a été cette attitude. Sur 8 canaux, donc 4 couples stéréophoniques. Ces 4 couples stéréophoniques forment un espace circulaire, 2 devant, 2 plus écartés, 2 autres plus écartés mais plus en arrière, et puis 2 à la fin. Donc nous sommes à l'intérieur d'un cercle de projection qui bombarde l'air auditif de tous côtés, sauf que mes sons sont mobiles et la manière dont je les dispose sur la page ici me permet de contrôler cette mobilité, me permet de jouer. Contrôler, c'est un grand mot. En tout cas, disons jouer, créer des différences. Donc voici ce que ça donne, le début. Silence. Jamais nous-mêmes. Voilà déjà un principe d'accent, d'espace d'attente, de dramaturgie, et même pointé sur le sémantique, puisqu'on entend même, on croit comprendre un fragment de phrase, « Sommes-nous jamais nous-mêmes » Et il se trouve que ce n'est pas n'importe qui dit ça, c'est la voix de Pierre Schaeffer dans une de ses œuvres de jeunesse, d'une création radiophonique qui s'appelait La coquille à planète, où il y avait un astrologue là-dedans qui intervenait comme personnage. Et l'idée de Schaeffer, c'est « Sommes-nous jamais nous-mêmes ou portons-nous des masques ?» Quand on se jette dans le travail d'une œuvre, l'œuvre vous dévore. C'est un peu comme quand on allume un feu. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Alors on prend des matériaux inflammables, on les dispose dans un endroit où ça ne va pas se propager à l'extérieur, donc un endroit approprié, avec un courant d'air qui va dans la bonne direction. Sachant qu'il y a un risque de s'enfumer, donc il y a des préparatifs. Et puis, quand on a mis le petit bois en place, il faut un matériau inflammable, et puis il faut que ce petit feu engendre suffisamment de chaleur pour dégager un feu plus important avec des matériaux plus lourds, etc. Bon, voilà ce qui se passe. Je prends cette image parce que je la trouve très proche de celle de la création d'une œuvre musicale ou littéraire, ou d'une œuvre quelle qu'elle soit. Il y a des préparatifs, il y a des starters, des choses qui aident à partir, qui ne vont d'ailleurs pas aller plus loin que le passage de zéro à quelque chose, et puis ensuite vont s'engendrer des réactions en chaîne. Et cet enchaînement, cet engendrement est imprévisible, et ça fait partie du destin de l'œuvre et de son auteur. L'auteur est dévoré par son œuvre. L'œuvre prend sa place, et l'auteur devient l'agent de l'œuvre. Et ce qui se passe, en tout cas, je parle de moi, c'est que l'auteur n'est plus là. C'est l'œuvre qui décide. L'intérêt de l'acousmatique, il réside dans le fait que c'est le contrôle de la perception. C'est pour ça que je parle, moi, non pas des moyens,
mais plutôt des effets. Dans notre art technologique, nous trouvons dans la situation du plasticien, du peintre, du sculpteur, en train de manipuler des matériaux et de voir comment ils s'agencent et comment, par surprise ou par volonté, par chance ou par décision, un phénomène apparaît que l'on juge. C'est-à-dire qu'il est devant vous, il naît, et on l'estime. Et s'il vous prend, on continue. S'il vous laisse froid, s'il vous laisse indifférent, on casse et on réagence autrement. François Bell, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de me livrer à des essais de sonorisation de sitar, de façon à essayer de saisir les sons extrêmement fugitifs et subtils qui ne sont perceptibles que de très près et qu'avec ces microphones je peux essayer d'attraper, qui m'intéressent. L'acousmographie, pour moi, a eu pendant un temps un grand intérêt pour approfondir l'écoute. Donc c'est très intéressant de voir déjà que la trace des sons donne des formes. Et on peut l'analyser de façon visuelle et auditive à la fois. Voici, venant du lointain, un épisode qui reçoit un accent. Bien sûr, quand je l'ai composé, je n'avais pas du tout cette perspective. Est-ce que je l'aurais composé cette pièce autrement si j'avais eu cette visualisation? Ce n'est pas certain, parce que quand on compose, on a un regard intérieur. On a les yeux qui sont tournés vers l'intérieur de la sensation d'écoute. On écoute ces sensations. On n'écoute pas des formes à l'extérieur, on écoute des formes ressenties. C'est la main qui... C'est pas seulement l'oreille qui fonctionne, c'est un organe que j'appelle la main-oreille. Tout ce qui s'entend est sorti finalement de mes mains. Je trouve que les musiques que nous faisons sollicitent beaucoup les doigts et l'œil. Et que, par exemple, Jardin de Rien, j'ai aimé faire des empreintes, un fil, un trait, traversé de pleins et de déliés, et puis des traces, n'est-ce pas, on dirait des pas. C'est l'oiseau zen des Trois rêves d'oiseau, qui est une espèce de grande trame, comme à l'harmonica, qui est animée d'un battement interne. On voit les traces de ce battement sur l'image ici, mais on voit aussi ces espèces de flaques de couleurs qui sont les moments de son. Et l'arrivée petit à petit d'un événement rythmique qui va venir épaissir la trame. Et tout ceci précédant l'arrivée de ce qui est inscrit dans ces cercles qui forment une unité mélodique, un chant.
une espèce de chant sifflé. Chant sifflé qui est le chant d'un oiseau véritable qui s'appelle le uirapuru, un oiseau du Brésil qui est très mélodieux et très mélodique, qui forme une espèce de ligne brisée à la Messiaen, qui est très très étrange et qui rend cet oiseau célèbre. Il est très, très connu, le uirapuru, un des oiseaux chanteurs les plus chanteurs de son espèce. Mes objets sont toujours multiphonique, c'est-à-dire je ne travaille pas sur un son, je travaille sur un groupe de sons qui matérialise un espace d'écoute. C'est toujours des groupes de 4 ou de 8 qui forment un ensemble que je traite à la fois. Ce sont des paquets comme ça. Donc c'est des organisations de paquets qui ont des densités ou des étirements ou des fluidités évidemment variées, bien sûr. Voilà, et c'est ainsi que j'agis, par des allers-retours d'improvisation et de contrôle à tête reposée, et des choix à l'intérieur de traitement, de manipulation des objets sonores. Je garde rien. Si c'est pas bien dans la pièce, je le jette. Je ne le garde pas en me disant ça va servir à autre chose. Je me rappelle du temps où on travaillait sur bande magnétique, les heures et les minutes douloureuses que j'ai passées à fouiller la poubelle d'une chose que j'avais jetée et que tout d'un coup je m'aperçois que ça aurait été mieux que je ne l'ai pas jetée. Mais je me dis, c'est formidable, elle est dans la poubelle. Et j'ai passé la moitié du temps du studio à fouiller dans la poubelle pour retrouver cette chose-là. Ça me rendait tellement ridicule que je me disais, mais tu l'as jeté, paye le prix, fais mieux, refais-la, en mieux, parce qu'on ne refait jamais aussi bien. Souvent, je travaille, le soir, tard dans la nuit, et je produis je fais des effets de transformation avec mes mains. Et bon, il y a un moment où je suis fatigué, j'arrête et je vais me coucher. C'est là-dessus que je compte le plus. Ce sont les lendemains d'écoute, pour refaire un bilan. Et c'est évidemment une des propriétés fondamentales de l'acousmatique, enfin disons de tout travail sur support. Parce que l'acousmatique n'est pas le seul dispositif de travail sur le support. Le premier de tous, c'est l'écriture sur le papier, la peinture, la sculpture, enfin tout ce qui fait intervenir un matériau de rétention du travail. Et le bonheur ou la déception que l'on éprouve à l'égard de quelque chose pour lequel on avait eu une estime provisoire et qui reste à contrôler. Ce contrôle est pour moi à ce moment-là crucial, c'est-à-dire le deuxième bilan après un temps de repos, où très généralement, parce que je me connais, c'est toujours comme ça que ça se passe, tout ce que j'avais trouvé très bien en le faisant me déçoit énormément. La déception, à proportion de cette espérance, arrive toujours, mais qui est compensée par des tas de surprises, c'est-à-dire des choses que j'ai faites à côté, ou pendant, ou un peu avant, ou un peu après, auxquelles j'avais prêté aucune attention, et qui, tout d'un coup, sont des révélations. Mais tiens, mais ça c'est étonnant. Parce que je les ai faits sans intention. Et parce que je les ai faits en dehors d'un contrôle qui se référait à des modèles précédents. C'est-à-dire, l'inattendu est arrivé. L'inattendu qui est rentré subrepticement à la faveur de la reprise d'un événement banal que j'ai voulu refaire mieux, c'est-à-dire moins banal, mais toujours banal, en fin de compte. Et entre deux banalités, un accident de parcours sincère, et c'est finalement ça qui est le grand bonheur sur lequel je compte,
Finalement, pour le faire bref, c'est l'idée du bilan d'écoute. C'est l'idée qu'il faut faire des choses, que dans la mesure où on fait des choses, évidemment, on s'implique. Dans la mesure où on s'implique, eh bien, on se surimplique et on a un très très mauvais jugement. Mais enfin, on est ce qu'on est et on fait avec ce qu'on a et avec qui on est. Et heureusement, on n'est pas entièrement mauvais. On n'est pas entièrement bon non plus, mais on n'est pas entièrement mauvais. Alors, la question est tout simplement de faire le tri après. C'est-à-dire de ramasser le meilleur et de se débarrasser du reste. Et voilà, pour moi, c'est ça l'acte musical.